Fresh Morning. La Fresh Morning. Mosley, on parle de politique ce matin. Oui, on parle de politique ce matin, comme je le disais tout à l'heure, qu'on allait aborder 3 actualités. L'actualité a été riche. Ouais, l'actualité était riche et c'était quand même... Donc tu es un homme riche. On peut dire. D'accord. Riche de contenu. Non, riche de contenu, et bien évidemment. Alors, donc, on va commencer par la première qui concerne le fait, les faits d'armes qui y a en ce moment entre les tenants du RHM et du RPM. Ce qu'il faut dire, c'est que la situation reste quand même un peu ambiguë parce que de ce qu'on lit, de ce qui nous revient, des interventions, on a comme l'impression aujourd'hui que nous sommes face à pratiquement à quelque chose qui ne ressemble pas on a une situation qui n'est pas saine. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parcourt la presse, on écoute les discours des uns et des autres. En l'occurrence, lorsqu'on a suivi le discours de la conférence de presse du 3e vice-président du RPM et que par la suite, on suive les actions qui ont été menées par ce parti à la suite, évidemment, du congrès de clarification organisé par Michel Menga et qui a vu le départ de Serge Maurice Mabiala, qui était alors secrétaire exécutif adjoint du RPM pour rejoindre les rangs du camp de Menga. Et là, il y a eu ce qu'on appelle la réunion du bureau politique, la deuxième d'ailleurs, de ce type, du RPM. Et lors de cette réunion qui s'est tenue le 9 janvier dernier, il ressort quand même une information importante, c'est qu'on vient de procéder à l'exclusion de Michel Menga, qui est d'ailleurs ministre de la Culture et des Arts, et de Serge Maurice Mabiala, qui est député du premier arrondissement de la commune de Mouila. Alors, la question que les gens se posent désormais, c'est celle de savoir comment on peut arriver à l'exclusion du RPM de Michel Menga, alors que Michel Menga et Serge Maurice Mabiala se réclament désormais du RHM. Eh bien, il faut suivre il faut faire d'un tout petit peu de pédagogie. Ce qui se passe, c'est que on l'avait dit la dernière fois, on a créé Héritage et Modernité lorsqu'il s'est agi d'une situation pratiquement de rébellion au sein du PDG. Et cette situation de rébellion a fait que Barreau Chambrier a eu autour de lui un certain nombre de personnalités et d'élus qui ont choisi de le suivre lorsqu'il a décidé de claquer la porte au PDG. Et d'ailleurs, ils se sont même donné au départ le nom de PDG Héritage et Modernité avant que ça ne devienne Rassemblement, parce qu'à un moment donné, on leur disait que vous ne pouvez pas continuer à vous inscrire dans une logique d'opposition et avoir dans votre nom et avoir dans votre nom le PDG, l'inscription PDG. Donc ils sont devenus Rassemblement, Héritage et Modernité, et à la suite ils ont décidé de prendre fait et cause pour évidemment la candidature de Jean Ping qu'ils ont soutenu à fond à l'élection présidentielle de 2016. Mais il se trouve qu'il y a eu on va dire une rencontre politique, donc un dialogue politique à Ngondje. Et lors de ce dialogue politique, il était question pour un certain nombre d'acteurs de pouvoir y prendre part, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. C'était le cadre que le chef d'État avait trouvé pour pouvoir favoriser un adoucissement des tensions qu'il y avait dans le monde politique, mais également sur le plan social, parce que tout le monde sait qu'à la suite de l'élection présidentielle de 2016, le pays a traversé un moment de clivage. On était soit pro-Ali Bongo ou pro-Jean Ping. Le milieu n'existait pas. Il n'y avait pas une autre alternative. Donc, dès cet instant, il fallait, avec tout ce qu'il y a eu comme situation déplorable, notamment on a brûlé l'Assemblée nationale, de ce qu'on nous dit, il y a eu des décès également, puisque jusqu'aujourd'hui, l'opposition continue à commémorer les décès des personnes qu'ils appellent des martyrs. Et dès cet instant, en vivant cette situation, il fallait trouver un moyen pour calmer les tensions, pour apaiser le climat sociopolitique. Et on a invité les acteurs. Ceux qui ont décidé de partir, ils sont allés. Et au sortir de là, il fallait organiser un gouvernement. Donc, il fallait mettre en place un gouvernement. Et ce gouvernement devait porter, devait enregistrer en son sein la participation des membres de l'opposition. Et c'est en cela qu'au mois de mai, avril-mai, il y a eu des négociations et Michel Menga a décidé de prendre
part au gouvernement qui avait été mis en place à la suite. Et en prenant part à ce gouvernement, il avait simplement été suspendu de ses fonctions de secrétaire général d'Héritage et Modernité, donc du Rassemblement Héritage et Modernité. Ensuite, il y a eu le congrès d'Héritage et Modernité. Lors de ce congrès, il s'est agi pour ce parti de pouvoir finalement, étant donné qu'il y avait déjà un certain nombre de tensions et certainement ils voulaient se donner une nouvelle figure. Entre-temps, ils avaient participé aux élections législatives donc, et même locales où ils ont eu un certain nombre de députés et de conseillers municipaux. Donc en 2019, ils ont décidé d'organiser un congrès et lors de ce congrès, on a remodelé plus ou moins l'appareil de direction du parti et Michel Menga est redevenu simple militant. D'accord ? En devenant simple militant, il n'a pas fait l'objet d'une exclusion. Donc même jusqu'au 9 janvier dernier, il était encore considéré comme simple militant. Donc jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, il était encore considéré comme simple militant du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, donc RPM de Barreau-Chambrier. Sauf que des faits d'armes qui sont liés à son exclusion, à sa mise au banc en tant que qualité de secrétaire général, il y a quand même eu des discours qui avaient été prononcés par ces derniers évidemment en 2018, qui estimait que en sa qualité de membre fondateur d'Héritage et Modernité, il était impossible pour le collège de direction d'Héritage et Modernité de l'exclure. Et à ce moment-là, on se disait qu'il y aurait une action en justice qui ferait qu'on pourrait arriver à une situation où peut-être chacun des deux protagonistes, donc Barreau-Chambrier et Michel Menga, pourrait revendiquer, comme on l'a vu avec Mbabe Solo et Pierre-André Kombida, comme le rappelait M. Simamba la dernière fois. Malheureusement, ce n'était pas ça le cas. La situation est que Héritage et Modernité a connu juste une évolution qui est partie du Rassemblement Héritage et Modernité pour devenir le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, donc le RPM. Et dès cet instant, ce qui vient évidemment de créer ce qu'on enregistre aujourd'hui, donc les coups qui sont donnés aujourd'hui, c'est le fait que Michel Menga s'arboute, selon l'opposition, du moins selon le groupe de Barreau-Chambrier, s'arboute à revendiquer l'existence d'Héritage et Modernité qui, selon le Edgar Owonondong, qui est 3e vice-président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, et je le cite, le RHM n'a plus aucune existence juridique, il s'est mué en RPM avec ses structures et son patrimoine. Et d'ailleurs, lors de sa conférence de presse, il avait précisé qu'ils ont même eu à protéger l'appellation Rassemblement Héritage et Modernité auprès de l'OAPI, donc l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc ce qui sous-entend qu'on est là face à une situation d'incompréhension parce que beaucoup de personnes peuvent, dans notre esprit, c'était que certainement Barreau-Chambrier a abandonné Héritage et Modernité pour créer le RPM. Or, le RPM est né des cendres d'Héritage et Modernité. Et là, à ce moment, c'est la raison pour laquelle je posais la question à l'expert qu'on a reçu en lui demandant si finalement Michel Menga n'avait pas vendu une coquille vide, c'est-à-dire n'avait pas fait montre de ruse lorsqu'il s'est agi de s'approcher du chef de l'État parce qu'il revendique un parti qui, au fond, ne lui appartiendrait pas. Parce que, juridiquement, le RPM est né de la mutation, si on tient compte de ce que dit le 3e vice-président du RPM, le RPM est né de la mutation du RHM. Et dès cet instant, Michel Menga dirige quoi? Une tendance ou c'est le parti originel? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on rentre dans ce que Gina dénonce depuis un certain nombre de temps, notamment la semaine dernière, la capacité des hommes politiques à être justes et honnêtes avec eux-mêmes. Donc, et dès cet instant, Michel Menga serait-il en train de diriger un RHM imaginaire? Est-ce qu'il a convaincu Serge Maurice Mabiala d'adhérer à un RHM imaginaire? C'est à eux de répondre à cette question. Quoique, dans l'intervention qu'il a eue, notamment l'interview qu'il a accordée évidemment à Gabon Media Time, il a signifié que
les portes du RHM sont toujours ouvertes à Barreau Chambrier, sauf que si lui il venait, il serait accueilli en tant que militant, simple militant. Et là, on pose quand même, et là, ça laisse quand même entrevoir l'idée que certainement que au-delà du texte, parce qu'il évoque quand même un texte, notamment la loi numéro 16/2021 du 14 février 2012, qui a été modifiée par la loi numéro 24/87 du 6 juin 1980, qui a modifié la loi numéro 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Et en évoquant cela, il estime que son parti a une existence légale. Donc le RHM existe toujours. Or, de l'autre côté, on dit que le RHM n'existe plus. Et là, il faut... Mais légalement parlant, est-ce que le RHM existe toujours? Légalement parlant, si on tient compte du discours de... Non, on ne parle pas le discours, on parle de la loi. Légalement parlant, s'il y a eu une évolution par un congrès qui a validé le changement d'appellation qui est parti du RHM, donc Rassemblement Modernité, pour le Rassemblement pour la RHM n'existe plus. Concrètement. À moins que nous soyons... Mais est-ce que ça a été acté légalement? Mais cette évolution. Mais est-ce qu'il y a un papier? Le RPM a reçu, il y a 3 semaines, donc en fin du mois de décembre, le récépissé provisoire. Et qui dirige le RPM? C'est Barreau Chambrier. Et il l'a viré. Et ils viennent d'exclure Michel Menga et Serge Maurice Mabiala. Pourquoi? Parce que, Michel Menga, en décidant de façon unilatérale de rejoindre Ali Bongo Ondimba dans la formation du gouvernement. Il n'a pas rejoint Ali Bongo Ondimba, le président, il a rejoint le gouvernement. Ali Bongo, c'est le chef de l'exécutif, donc c'est le patron du gouvernement. En réalité, en dehors du fait que le Premier ministre soit là. Mais c'est le chef de l'État c'est la politique du chef de l'État que le gouvernement implémente. Donc Barreau Chambrier ne veut pas que Michel Menga participe au développement du pays en étant au gouvernement. Peut-être que les conditions qui ont été proposées au moment de la négociation... À cause de ses positions politiques. Ça, c'est quand ils sont partis du RPM, non? Non, ça c'est quand ils étaient encore héritage modernité. Mais c'est une vieille histoire. Monsieur Michel Menga est rentré au gouvernement il y a peut-être plus de 3 ans. Non, 1 an. On appelle ça l'intelligence. 1 an et demi. On appelle ça l'intelligence avec l'adversaire. Il a à peu près 100, donc, depuis 130, on appelle ça intelligence avec l'adversaire. Parce que donc, quand ils sont partis du RPM, c'est ce qu'on leur reproche. Il avait la rancune. Je ne sais pas s'il avait la rancune. Mais c'est une rancune, frère. Mais ça répond à ta question. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il participe au truc de la nation? Quand ils sont partis du RPM, les raisons évoquées sont convocation... Du PDG, quand ils sont partis du PDG. Non, là, ils ont été exclus, non? Ah oui, du d'accord. RPM. Les raisons évoquées par le RPM, ils sont accusés d'avoir convoqué un congrès illégal et d'intelligence avec l'adversaire. Donc, c'est le deuxième point là qui répond à ta question. On appelle ça intelligence avec l'adversaire. Donc le gouvernement, c'est l'adversaire. Non, c'est le système qui est l'adversaire. Ça, ce sont les partis maintenant. C'est l'équipe au pouvoir qui est l'adversaire. Parce qu'il y a la majorité... Barreau Chambrier ne veut pas que les gars côtoient... Présenté comme ça paraît un peu réducteur. Barreau Chambrier n'était pas d'accord avec le fait que Michel Menga ait eu à accepter de participer au gouvernement, alors qu'il y avait un certain nombre de préalables, parce que là, ça revient... Monsieur Mabiala. J'y arrive. Ça revient quand même à une situation importante. Il faut rappeler que l'opposition, un certain nombre de partis de l'opposition qui avaient été approchés au moment des négociations pour former, notamment avec le défunt Premier ministre Issozen Gondé, lorsqu'ils avaient été approchés, la situation était telle que vous voulez un dialogue politique. Voilà nos conditions. Les conditions, c'était la libération des prisonniers politiques. C'était la reconnaissance qu'il y a eu quand même des morts en 2016, pendant la période post-électorale, et qu'il fallait que le gouvernement fasse des concessions sur un certain nombre d'aspects. En 2017, lorsqu'il s'est agi du dialogue politique d'Angodje, par exemple, la situation de la libération des prisonniers politiques n'a pas été au rendez-vous. Donc, ça a fait que beaucoup de partis de l'opposition n'ont pas estimé
qu'il devait adhérer. Il faut savoir que ce n'est pas seulement Michel Munga qui a adhéré au gouvernement. Il y a également Moukanyi Wangou qui était un membre de l'opposition très proche de Jean Ping. Il y a l'ancien directeur de campagne de Jean Ping, Rende Mezo et son parti qui ont aussi adhéré. On se rappellera de l'épisode de Yore Zampati qui était au gouvernement, accompagné de Jonathan Toutoumungom, qui sont membres du parti de Rende Mezo. Il y a eu le PSD de Pierre Karamanga Moussavou qui a eu la vice-présidente de la République. Donc, c'est autant d'institutions aujourd'hui. C'est une adhésion, mais ceux qui se sont estimés être de l'opposition radicale, dans leur fort intérieur, c'était qu'un certain nombre de préalables qui avaient été présentés à l'exécutif pour pouvoir créer un réel gouvernement d'union nationale n'était pas au rendez-vous. Pas un gouvernement de travail, mais un gouvernement d'union nationale. Oui, un gouvernement. C'est comme ça qu'on appelle souvent lorsqu'on fait adhérer l'opposition à la feuille de route de l'exécutif. On dit un gouvernement d'union nationale pour permettre que toutes les forces vives de la nation. D'ailleurs, on n'aurait pas dû trouver seulement les partis politiques de l'opposition. Il aurait été aussi bien au sortir de là d'avoir aussi la société civile. Dans le gouvernement. Voilà, la société civile dans le gouvernement. Malheureusement, cela n'a pas été. Je pense qu'on devait même plus mettre la société civile que les partis de l'opposition. Exactement. Mais il se trouve que... Vous êtes des opposants, vous ne rentrez pas dans mon gouvernement. Cela aussi n'a pas été au rendez-vous. Donc, il y a eu beaucoup d'insuffisances qui ont fait que lorsque Michel... Tu ne seras pas un chef très gentil. Hein, quand tu es mon opposant, tu rentres dans mon gouvernement, pourquoi? Mais l'inclusion... Quelle inclusion? Je t'inclus dans quoi? On appelle tu ça souvent un gouvernement de quoi? D'union nationale. D'union nationale. Voilà. Quelle union? On veut construire le pays, ma frère. Mais non, mais parce l'union, que tu c'est dois... pour construire. Justement, toute union a d'abord pour vocation de la construire. Personne qui valorise cette union, cette unité. On ne reste pas sur les querelles politiciennes. C'est que quand il faut bâtir la nation, vous laissez de côté les petits débats. Voilà, tout le monde doit adhérer au projet. Mais quand même... Le pouvoir, c'est les opposants. Tu es mon opposant, tu ne rentres pas dans mon gouvernement. Mais mon Dieu. Le gouvernement, le pouvoir, est en opposition avec l'opposition. Donc pour l'opposition, leurs opposants, c'est le gouvernement, oui, c'est le pouvoir. La majorité. La majorité. Comment vous qui avez vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, donc c'est les lois, c'est de votre émanation. Les lois sur lesquelles je dois me soumettre quand je vais travailler dans le gouvernement. Mais je vais bafouer les lois. Non, pas donc, forcément. Mieux, je ne fais pas rentrer les opposants dans mon gouvernement. Non. Mieux, je fais rentrer la société civile. Ça, c'est l'idéal. Au moins, la société civile, ils ne sont ni à gauche, ni à droite, ils sont là pour travailler. Les syndicats, les ONG. Oui. Ça, c'est l'idéal. Mais tu es opposant. Je suis sûr. Après, tu vas voir ce qu'on appelle l'agenda caché. Tu sauras. Non, ça, c'est l'idéal. L'agenda caché, tu as perdu ton carnet de... Là, tu parles en termes d'idéal politique, du moins démocratique, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont la majorité au Parlement qui doivent gouverner, et ils doivent gouverner en tenant compte de leur nombre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a souvent ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. Ce qui fait souvent, comme tu as parlé tout à l'heure du Gabon, par exemple, qu'on devrait extirper, donc ressortir du dictionnaire le mot élection, parce qu'il est souvent accompagné de beaucoup de situations difficiles. On a vu, par exemple, jusqu'aujourd'hui, un exemple simple, l'Assemblée nationale est toujours en location. Alors que ça fait 4 ans qu'on est sorti de la période de la crise post-électorale. Tu vois, parce qu'il y a eu une partie de l'Assemblée qui a été mise à feu. Et les travaux, je ne sais pas où ça en est, mais on est là parce qu'il y a eu cette crise-là. Et ça... Donc, comme il y a un problème comme il y a eu la crise, et puis tu penses que ça a entraîné un problème de légitimité, ensuite, donc il faut remettre tout le monde à plat en faisant des assises. Et puis non, pas remettre tout le monde à plat. Il faut amener tout le monde à une table de discussion. Et sur cette table de discussion, on trouve les voies et moyens pour calmer le jeu, pour faire en sorte que les tensions baissent, pour faire en sorte qu'il y ait une certaine accalmie, pour faire en sorte qu'il y ait un certain apaisement sur le plan social et politique. Parce que vous savez que c'est... D'accord, là, on ne parlait... Là, tu parles de l'opposition contre le pouvoir. Exactement. Bon, maintenant, là, on est dans l'opposition. Maintenant, ce qui se passe... Là, on est dans l'opposition de l'opposition elle-même. Mais Michel Menga ne peut plus être inscrit dans la logique de l'opposition. C'est un opposant? Non. Si. Non. Si. Plus. Parce qu'il vient de faire un congrès de la clarification. Ça veut dire... C'est-à-dire qu'il a déterminé, il vient de faire un congrès qui détermine sa position. Et son congrès a dit quoi? Qu'il repart au PDG. Son congrès dit qu'il va suivre
la politique menée par le chef de l'État. Bah oui, parce Donc, qu'il est il au rend- gouvernement. Donc, en réalité, pas parce qu'il est au gouvernement, parce que c'est Est-ce qu'il a l'idéal pour lui créé un aujourd'hui. parti politique qui est un parti de la majorité ou bien il a Mais décidé il d'adhérer revendique- au PDG? Mais adhérer au PDG, ce n'est pas forcément Mais alors, suivre la tant politique qu'il du n'est chef pas de l'État. dedans, tant Mais qu'il n'est pas dedans, il est opposant. il garde l'idée qu'il est le président du RHM, étant Un donné parti de l'opposition. qu'il n'est plus de l'opposition. Comment ça? Qui était dans l'opposition. Parce que, comme je l'ai dit, il vient d'organiser un congrès au cours duquel il a décidé que son parti va suivre la politique menée par Ali Bongo Ondimba. Donc Et il dit- rentre dans la, il rentre dans la majorité. Ah oui, d'accord. faut me dire ça Donc, comme ça. dès cet instant, il ne peut plus être inscrit dans la logique de l'opposition. Maintenant, Monsieur Mabiala. Monsieur Mabiala, lui, il a été exclu parce qu'il a fait son adhésion. Du moins, il est parti du RPM pour maintenant rejoindre le camp de Michel Menga. Dans le RHM. Dans le RHM. Fictif, bien sûr. Donc, dès Comment cet ça instant- tu dis fictif? Ça existe, non? Non. Mais comment ça tu dis Bon, on non? vient de régler la question. Tu as d'abord posé la question. Je t'ai répondu que Comment le, il peut dire le RHM n'existe Comment plus. il peut dire qu'il suit la politique du chef de l'État alors qu'il n'a pas de parti politique? Ben, c'est maintenant à celui qui l'a mis là. Donc c'est un loup solitaire. Tout flatteur vu au dépend de celui qui C'est un l'écoute. vif qu'on a expliqué. Tout flatteur vu au dépend de celui qui l'écoute. Donc, il a vendu le RHM, amenant à lui de le construire. Est-ce que parce qu'il se trouve du camp de la majorité qui pense qu'il pourrait avoir la légalité Donc, tout ça là, pour la paternité du RHM? Tout ça, c'est ça qui a fait en sorte Et que c'est ce qui fait qu'il Barreau sait maintenant. Chambrier- Voilà. Bon, c'est- mais les gars, ils avaient un mandat électif sous la bannière d'un parti politique. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que Serge Maurice Mabiala et Michel Menga et un certain nombre d'élus même du RPM portaient les couleurs du Rassemblement Héritage et Modernité au moment de l'élection législative de 2018, eh ben, il va sûrement avoir une procédure qui va être engagée pour qu'ils perdent leur mandat, si tel est que, bien sûr, si tel est que, évidemment, en regardant au fond, la loi venait à reconnaître l'inexistence du RHM, étant donné, comme je l'ai dit, que le RPM vient même de recevoir son récépissé provisoire, ce qui sous-entend qu'il y a quand même une reconnaissance de la part des autorités. Et si toutes les garanties que le RPM a présentées lors de la conférence de presse de M. Edgar Owonondong sont avérées, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Michel Menga et Serge Maurice Mabiala Lui, vont là, faire... c'est qui? Comment? Owonondong, c'est qui? C'est le troisième vice-président du RPM. Il est député également du canton, si je ne me trompe pas, Elelem. Donc, si à ce moment-là, la loi trouve que Michel Menga et Serge Maurice Mabiala sont en déphasage avec ce qu'ils disent, eh bien, ils vont perdre leur mandat et on devra organiser des élections anticipées. Donc, en ce moment, ce qui se passe dans l'opposition, c'est que l'Union nationale a des problèmes pour trouver un président. Et le RPM, ils sont en train de virer les autres gars, mais qui sont élus. Qui sont des élus. L'opposition du Gabon, c'est un grand Donc, truc. Bon, ça c'était la on a première. même- La deuxième actualité, c'est celle évidemment de la grève de 3 jours, une grève, un préavis de grève de 3 jours que a lancé la CONACYCED, qui est la grande centrale de l'éducation aujourd'hui et qui a pour objectif de ramener le ministre de l'Éducation nationale à un certain nombre de préalables, notamment. On a en premier point les situations administratives des agents du ministère de l'Éducation nationale, le recrutement de toutes les personnes, du moins tous ceux qui sont sortis des écoles, qu'il s'agisse de l'ENSET, de l'ENI, de l'ENES, ces 2 dernières années, des paiements de rappel de soldes et mais également le fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'ait pas de nomination à l'éducation nationale. Un certain nombre d'établissements sont dirigés par des intérims, ce qui n'est pas juste avec la loi, la situation d'intérim dans l'éducation nationale. Donc, les anciens membres de la CONACYCED et des autres syndicats de la CONACYCED ont décidé d'entrer en grève pour 3 jours, donc c'est lundi, mardi et mercredi, et pour interpeller le gouvernement, pour interpeller la tutelle, pour pouvoir créer un cadre de travail qui permettrait à ce qu'on puisse améliorer les conditions des enseignants, parce que on ne peut pas être dans une posture où on a non seulement sa situation administrative, donc ses conditions sociales
en berne, donc, ou qui ne sont pas reluisantes, et avoir aussi un cas de travail difficile et qui ne permet même pas une certaine évolution. Aujourd'hui, tout est brouillé à l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il y a un enseignant qui peut vous dire qu'il sait encore exactement quel est son plan de carrière. Il y a un certain nombre de choses qui ont été plus ou moins modifiées et qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'enseignant ne peut plus prétendre à une carrière décente, ne peut plus prétendre à une vie décente, mais on continue à l'exploiter. Vous avez des gens qui ont 9, 10, 15 ans avec le statut de stagiaire à la fonction publique, et ça, je ne sais pas si ça existe dans d'autres corps, mais c'est quand même un préjudice grave. Quand vous faites le comparatif entre les enseignants et les agents des forces de défense et de sécurité, des gens qui ont le même nombre d'années à la fonction publique, vous retrouvez des situations disparates, et ce n'est pas aujourd'hui acceptable que nous soyons en République et que l'État choisisse de traiter de façon inégale ses employés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont décidé de rentrer encore en grève. Il faut rappeler que ça fait 5 ans qu'il n'y a plus eu de grève à l'éducation nationale pour ce type de revendications. Si ça revient au galop, ça veut dire que finalement, rien n'a changé, parce qu'il y a un gel, encore une fois, des recrutements au niveau des concours en interne, c'est-à-dire les enseignants qui ont par exemple la situation de CAPC, qui veulent passer en CAPES, ou ceux qui sont en CAPES qui veulent conseiller pédagogique ou encore inspecteur, ils ne peuvent plus parce que tout est en arrêt. On ne fait plus de concours en interne. Et quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, d'ici 2 ans, qu'au moins 80% du corps des inspecteurs au Gabon, en ce qui concerne l'éducation nationale, seront à la retraite, eh bien, on se demande, est-ce que réellement il y a une politique gouvernementale de l'éducation? Est-ce que l'État pense vraiment à faire en sorte que l'éducation devienne un outil de développement, où on est simplement là pour faire du surplace, faire des discours? On pense que construire les bâtiments ne suffit pas. Quand vous avez les bâtiments et que vous n'avez pas les hommes qui peuvent entretenir ces bâtiments ou qui peuvent faire en sorte que ces bâtiments soient utiles, eh bien, vous ne pouvez pas atteindre le développement escompté. Donc, c'est l'objet de la grève de 3 jours qu'il y a à l'éducation nationale à partir de ce jour. Ensuite, il y a l'actualité, évidemment, de présentation de vœux du monseigneur Patrick Ibaba, qui, lors de son allocution, a fait connaître au président de la République ses inquiétudes, notamment en rapport avec l'extrême pauvreté qui côtoie désormais les Gabonais, notamment sous le prétexte du Covid-19. Et vous savez que c'est un mal aujourd'hui. D'ailleurs, pour mémoire, pour ceux qui ont oublié, nous célébrons aujourd'hui la première année après la déclaration par la Chine de façon officielle du premier cas de personnes mortes dessus d'une pneumonie qui n'avait pas encore été identifiée comme étant le corona. Donc, c'était le 11 janvier 2020. Et là, le 11 janvier 2021, ça fait exactement 1 an. Et depuis, le monde entier vit au rythme des aléas du confinement, du couvre-feu. Les activités sont pratiquement en berne. Et là, c'est un chômage galopant dans les quartiers. Et le Gabon n'est pas épargné. Ce n'est pas une réalité seulement gabonaise. Mais ça a accentué la crise, ça a accentué le chômage, ça a accentué la pauvreté. D'ailleurs, je vous le disais il y a dernièrement que la Banque mondiale avait sorti un rapport. Dans ce rapport-là, il présentait l'état de la pauvreté dans le monde. Et ce rapport est éloquent. Ça veut dire que les objectifs de développement qu'on s'est fixés à l'horizon 2030, on ne pourra même pas les atteindre parce que la pauvreté sera encore plus extrême. On l'évalue à plus de 150% pour l'année 2021, peut-être 200% pour l'année 2022. Donc, on n'a pas bougé. Même si au Gabon, les hommes politiques confondent entre l'assistanat, le clientélisme et la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, c'est pas aller donner des sacs de riz et des cuisses de poulet aux gens. La lutte contre la pauvreté, c'est de créer un environnement, un écosystème qui peut soit promouvoir l'entrepreneuriat, comme on peut le constater, mais un entrepreneur qui soit accompagné. Par exemple, en période de crise, vous avez aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent, mais l'État ne les accompagne même pas. Ensuite, vous devez créer un environnement qui crée de l'emploi. Le chef d'État promet 5 000 emplois d'ici 2025. Il faudrait bien que les leviers de l'État qui sont les bras séculiers, par exemple l'ENE et tous les organes qui peuvent permettre pour qu'on embauche les Gabonais, puissent travailler de concert pour faire en sorte que ces 50 000 emplois soient réels et qu'on sorte un grand nombre de Gabonais de la pauvreté. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est pénible dans les quartiers aujourd'hui. Vous avez désormais des gens même qui ne parvenaient pas à vous appeler une fin du mois pour vous dire qu'ils ont des problèmes de loyer. Ils vous appellent parce que la situation est difficile et elle est compliquée et critique. Voilà.
D'accord, merci Monsley qui revenait donc pour terminer sur l'allocution de Monseigneur Ibaba. Iba ou bien Ibaba Ibaba. Ibaba, d'accord. Iba, espace, bas. René Ruth est avec nous ce matin dans l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.